Cependant, cette année, en 2024, elle a franchi pour la première fois mondialement l'augmentation, le seuil de plus 1,5 degré. Ce qui veut dire qu'on est quand même sur une pente qui est très dangereuse. Est-ce qu'on est encore en capacité de répondre aux objectifs d'ici la fin du siècle ? Alors, c'est toute la question. On franchira vraiment les 1,5 degrés en 2030. Bon, mais c'est trop. Parce que concrètement, ça veut dire des incendies, des submersions, des famines, des migrations, etc. Donc les conséquences, ce sont les conditions de vie de l'humanité qui sont en jeu. Et donc il faut aller plus loin. Bon. Comment ? Mais c'est encore possible, ouais. Plus loin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 4 choses. Premièrement, limiter les émissions de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, c'est-à-dire essentiellement le CO2 et le méthane. Bon, ça veut dire donc changer notre mix énergétique, peut-être j'y reviendrai. Deuxièmement, ça veut dire préserver nos forêts et nos océans, parce que ce sont eux qui absorbent une partie du CO2. Troisièmement, ça c'est nouveau, il va falloir extraire de l'atmosphère des gaz à effet de serre qui s'y trouvent. Ça coûte cher, c'est compliqué techniquement. Et quatrièmement, évidemment, il faut du financement pour tout ça. Et il faut l'accord international. Donc, compte tenu de l'attitude de la Russie, de l'Arabie Saoudite, du président américain, etc., c'est très compliqué. C'est-à-dire que des États comme nous, la France, doivent pousser, que l'Europe doit pousser. La Chine, il faut trouver un accord avec elle pour qu'elle continue à pousser, l'Inde, etc. Donc, c'est très difficile, pour répondre à votre question. Il y a des moyens techniques, mais ça demande des moyens financiers et un soutien politique extrêmement fort. Mais il est encore là, ce soutien politique, il est encore possible aujourd'hui ? Il est moins puissant qu'il y a quelques années, mais si vous voulez, je vais prendre une comparaison et ça va probablement vous frapper. La Covid. Bon, en quelques mois, on a trouvé des centaines et des centaines de milliards d'euros pour lutter contre la Covid. On a trouvé un vaccin. Bon, le réchauffement climatique, à terme, si on ne lutte pas contre ça, ça va avoir des conséquences beaucoup, beaucoup plus graves que la Covid. Mais justement, comment on n'arrive pas à trouver ces centaines et centaines de milliards. Pour vous ? L'explication, j'espère ne pas vous choquer en disant ça, c'est que, bon, la Covid, pourquoi est-ce que tout le monde a été mobilisé ? Parce qu'il y avait la mort qui était là, devant. Les gens se disaient, si on n'agit pas, si on ne sort pas... Le changement climatique, ça provoque des millions de morts. Oui, mais à terme est diffusé. Quand vous voyez les glaciers qui, en Norvège, fondent, vous dites oui, enfin beaucoup de gens disent oui, mais c'est loin, etc. Alors que, je le répète, les conséquences pratiques sont énormes. Tout à l'heure, je disais, on est passé de 4 degrés à 2,5 degrés. La différence, c'est 60 jours de canicule en moins, ou en plus ou en moins. Canicule, c'est quand il y a plus de 35 degrés. Je ne sais pas si vous avez essayé de travailler quand il fait 40 degrés, 45 degrés, 50 degrés. Bon. Mais donc, les responsables politiques ont une responsabilité énorme, les entreprises aussi, etc. Il faut bien faire comprendre que même si les conséquences sont moins évidentes à court terme que la Covid, c'est quand même la question des conditions de vie de l'humanité. Mais est-ce que c'est pas dur à faire admettre dans le débat public ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est pas dur à faire passer ? Et est-ce qu'après les gilets jaunes, il peut encore y avoir des gouvernements qui prennent en main cette question de Prenons cet exemple des gilets jaunes. C'est un très bon exemple, et merci de l'avoir pris. Bon, l'idée du gouvernement de l'époque n'était pas une idée stupide, consistant à dire, si on veut diminuer les émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation de la voiture, il faut augmenter le coût. Mais, comme il n'y a eu aucun accompagnement social, tous les centaines de milliers de gens qui sont obligés de se servir de leur voiture, même s'ils sont écologistes, ils ont dit « vous êtes très gentils, mais moi, bon ». Et donc, l'une des leçons qu'on doit tirer de ce qui s'est passé depuis 10 ans, je suis bien placé comme le président de cette COP pour le dire, c'est qu'il n'y a pas d'action efficace s'il n'y a pas d'accompagnement social. C'est vrai pour un pays, mais c'est vrai aussi au niveau du monde. C'est-à-dire que nous, et l'Europe, nous sommes des pays relativement riches, malgré tous nos problèmes. Mais l'Afrique, l'Afrique, il y a 10 ans, lorsque j'allais les voir, les présidents africains, ils me disaient « Monsieur Fabius, on va vous aider, mais il va falloir nous donner des technologies et des financements. » Aujourd'hui, si je revais les voir, ils me disent « Ah ben, on n'a pas vu ça, et donc on a un peu de pétrole, on a un peu de gaz, on va l'utiliser. »
Donc vous voyez le problème. J'ajoute un élément. Je m'étonne que les responsables dans le monde, notamment en Europe, n'insistent pas davantage là-dessus. Il y a un élément nouveau qui est intervenu. C'est la guerre russe contre les Ukrainiens. On a compris, enfin j'espère qu'on a compris, que si on continue à importer du gaz des États-Unis, de la Russie, ou demain des États-Unis, ou du pétrole, c'est notre indépendance qui est en jeu. Si on veut être indépendant et si on veut garantir notre sécurité, il faut avoir un mix énergétique différent, c'est-à-dire utiliser les énergies nouvelles, utiliser le nucléaire. Parce que si on dépend du gaz ou dépend du pétrole, on n'a pas vraiment de sécurité. Et donc, à tous les arguments qui existaient déjà il y a 10 ans pour agir, s'ajoute la nécessité d'assurer notre sécurité et notre indépendance, ce qui passe par un changement énergétique. Je ne sais pas si je suis clair, mais, c'est extrêmement fort. De quelle manière il faut revoir notre mix énergétique pour vous? Ça veut dire qu'au lieu... le conflit ukrainien a commencé en 2022. Et c'est seulement à la fin 2027 que l'Europe va arrêter d'acheter du gaz aux Russes. Bon, si on veut ne pas dépendre du gaz ou du pétrole, que ce soit le gaz russe, le gaz américain, etc., il faut que nos sources d'énergie soient différentes. C'est-à-dire l'hydroélectrique, c'est-à-dire l'éolien, c'est-à-dire évidemment aussi, bien sûr, le nucléaire. Sinon, nous dépendons des autres. J'avais juste encore une question sur ce sujet-là. Vous avez œuvré pour que l'accord conclu en 2015 fasse reconnaître la responsabilité humaine dans le changement climatique. Mardi, il y a une nouvelle, vous avez peut-être suivi, que l'Agence américaine de l'environnement avait effacé toute mention justement de cette responsabilité humaine sur son site officiel, donc reniant de facto la responsabilité humaine et notamment les combustibles fossiles et le réchauffement. Qu'est-ce que ça dit de notre monde ? Est-ce que vous n'avez pas une inquiétude face à ce révisionnisme ambiant et particulièrement américain ? L'attitude du président américain a des conséquences extrêmement lourdes, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, compte tenu de la puissance américaine. Donc cette inquiétude à laquelle vous faites allusion, je la partage complètement. Simplement, je mets en regard une décision qui jusqu'à présent est passée inaperçue et qui est absolument capitale, de la Cour internationale de justice cet été, au mois de juillet. La Cour internationale de justice, qui est la plus grande cour dans le monde, a été saisie de la valeur juridique de l'accord de Paris. Et elle a dit à l'unanimité que les termes de l'accord de Paris n'étaient pas simplement une obligation morale, c'était une obligation légale. Donc tous les États du monde sont censés respecter. Oui. C'est tout le problème, c'est quelle est la capacité de la Cour internationale pour imposer ces décisions. Vous avez tout à fait raison, mais ça veut dire que désormais, on peut poursuivre un État en modification, en réparation, s'il ne respecte pas les termes précis de l'accord de Paris. Et je suis d'accord avec vous, ayant été président de la juridiction suprême en France, je sais bien les limites aussi de l'application des décisions de justice. Mais ceci pour dire que ces personnes, qui sont des gens objectifs, ont donné les instruments juridiques. Alors, c'est vrai que c'est pas parce que le président américain, lui, prend une position qui est contraire à tout ce que nous disent les scientifiques du monde entier, qu'on peut dire au président américain, on va vous mettre en prison. C'est pas comme ça que ça marche. Bon. Mais c'est là où interviennent les peuples, c'est là où interviennent les entreprises, c'est là où interviennent les collectivités locales. Là, on est au Sénat. Les collectivités locales, régions, départements, communes, agissent maintenant beaucoup en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique. Et ça, c'est quand même plein d'espoir, vraiment plein d'espoir.